Voyage en récit. Bonjour Geoffroy. Eh bien bonjour Pierre Magnard, nous nous retrouvons non pas à Annonay, puisque vous êtes originaire de la Drôme, mais à Paris, où vous vivez actuellement. Et si nous nous rencontrons aujourd'hui, en ce début d'année 2021, c'est parce que vous avez publié donc un dernier ouvrage intitulé Penser, c'est rendre grâce, aux éditions du Centurion. Alors Pierre Magnard, vous êtes né en 1927, vous êtes professeur émérite de la Sorbonne, université fort réputée de la capitale. Vous êtes originaire d'Ardèche, de la Drôme. On parlait tout à l'heure en aparté d'Annonay et du petit village de Moras, d'où vous êtes originaire. Vous avez fait vos études ici à Paris, dans les plus grands établissements de la capitale, Henri IV, Louis le Grand, la Sorbonne. Vous avez côtoyé Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Jean Beaufret, qui a introduit la pensée d'Heidegger en France par sa correspondance avec lui. Et puis, vous avez été également un professeur durant près de 50 ans, si ce n'est plus de 50 ans, notamment à Moulins. Vous avez pris la suite de Pierre Bourdieu, sociologue. Vous avez été à Clermont-Ferrand entre 1961 et 1968, nous en reparlerons. Vous avez été ensuite à Dijon. Vous avez notamment fait votre thèse de doctorat à Dijon, intitulée Nature et histoire dans l'apologétique de Pascal, dont vous êtes un spécialiste. Et au final, quand même 50 ans d'enseignement, vous avez encadré, si mes chiffres sont bons, plus de 180 thèses, c'est effarant. Alors aujourd'hui, justement, pour cette première question dans cette émission, après 50 ans d'enseignement et 180 thèses encadrées, à 93 ans, la philosophie vous apprend-elle encore quelque chose ? La philosophie est indispensable. Au quotidien. Au quotidien. Elle est ma respiration. Elle est ma mémoire vive. Elle est ce qui me permet de survivre au deuil que j'ai vécu quand j'ai perdu il y a 7 ans mon épouse. Ce deuil que je n'ai jamais pu supporter, assumer pleinement. Il m'a fallu, disons, la compagnie de Marie, mère de toute grâce, dans la prière et dans le chapelet, et l'écritoire, tous les matins, pendant 2 heures. Cet écritoire m'a permis de survivre et de porter mon chagrin. Car l'écritoire, c'est le commerce des anges. Et ainsi, grâce à la plume et au papier blanc, j'ai vécu depuis lors dans une sorte de communion avec la disparue. Parallèlement donc à ça, cet écritoire se transforme en publication d'ouvrages. Vous en avez quand même un certain nombre derrière vous, plus d'une vingtaine. Quelques titres pour les auditeurs. Pascal, la clé du chiffre en 1990, Le Dieu des philosophes en 1995, Questions à l'humanisme en 2000, La couleur du matin profond en 2013, c'est un titre excellent, La couleur du matin profond. À présent, Penser, c'est rendre grâce. Et en 2001, vous obtenez le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Alors, ce prix, comment l'avez-vous perçu ? Et puis ensuite, question naturelle peut-être, mais n'avez-vous jamais été tenté pour rentrer justement à l'Académie française ? Eh bien, je vous répondrai très sincèrement que j'ai été élevé dans l'horreur de ce que Pascal appelait les grandeurs d'établissement. On n'est pas grandi parce qu'on est honoré par la société d'un titre, d'une décoration, d'une distinction. On est honoré si l'on fait honneur au travail dont on a la charge. C'est donc cette conception d'un honneur réservé au mérite qui m'a toujours écarté de briguer ces honneurs officiels, considérant qu'ils n'apportaient rien. Et là, je me recommandais de toute ma lignée, puisque je trouvais parmi mes ancêtres Francis Magnard, le créateur du Figaro quotidien,
qui, nanti de plusieurs romans et armé de tous les éditoriaux qu'il avait accumulés pendant plus de 20 ans, fut élu au siège de Lecomte de Lille, dans la noble assemblée, et qui déclina cet honneur, considérant que le devoir de vérité qu'il avait envers ses lecteurs lui interdisait de se mettre dans l'obédience ou dans l'allégeance de qui que ce soit, fût-ce les nobles esprits de l'Académie française. Alors en attendant, l'Académie, on peut tout à fait comprendre ce point de vue, mais elle s'attache à son travail qui consiste à élaborer le dictionnaire. Donc il y a un attachement à la langue qui, à vous lire, imprègne votre œuvre. Par exemple, à lire Penser, c'est rendre grâce, je retiens seulement quelques mots. Du point de vue du vocabulaire, l'ipséité, les faillards, panoptique, ludion, aporie, énéade, subsumé, parturiante. Quand on lit ça, on se dit qu'il y a quand même un attachement au vocabulaire. Aujourd'hui, quel est votre attachement à la langue française ? Il y a un attachement évidemment à la langue. Cet attachement, je dirais qu'il tient en cette formule: la langue maternelle est notre véritable patrie. Si on veut définir une identité nationale, puisque c'est un débat actuel, cette identité, elle ne se définit pas sur le mode ethnique, sur le mode racial, sur le mode économique, sur le mode institutionnel. Elle se définit sur le mode linguistique. La langue française, c'est ma patrie. Or, lorsque je dis la langue française, c'est ma patrie, non seulement je me donne un sol natal, je réponds à cette inquiétude qui fut toujours la mienne d'un mal du pays, mais je vais plus loin, car la langue française me permet de me situer dans un atavisme, dans une hérédité, dans un cheminement, car en effet, cette langue française a été engendrée par le latin cicéronien et virgilien. Et ce latin cicéronien et virgilien qui a structuré toute ma mémoire et toute mon intelligence pendant toutes mes études, a été stimulé par la rencontre d'une autre langue qu'il ne faut pas situer sur un plan généalogique, mais qui a fécondé le français et le latin. Je veux parler du grec ancien. Et c'est précisément parce que j'ai toujours vécu dans la pratique du latin et du grec que j'ai fait l'apprentissage d'un français intégral dans la pureté de son expression. Alors justement, parlons un peu de cet attachement au latin et au grec. Cet attachement, Jean d'Ormesson en parlait du temps où les langues latines et grecques connaissaient une passe difficile dans l'enseignement en France ces dernières années. Et justement, Jean d'Ormesson s'entretenait en 1991 avec François Sureau. Nous restons là encore dans le domaine des académiciens. Et je vous lis ce petit extrait de ce livre « Garçon, de quoi écrire » de 91. François Sureau demande à Jean d'Ormesson « On a fait récemment beaucoup de bruit autour de, entre guillemets, l'affaire Heidegger. Qu'en pensez-vous et quelle est votre conception de la responsabilité politique de l'intellectuel ?» Et Jean d'Ormesson répond « Je regrette d'abord que le caractère de Heidegger n'ait pas été à la hauteur de sa pensée. C'est une évidence qu'on ne rappelle pas assez souvent. Je le regrette parce que je crois que la pensée de Heidegger est l'une des plus riches et des plus fécondes de notre temps. Peut-être ai-je un peu tendance pour cette raison à incriminer l'homme, sa lâcheté, sa faiblesse,
pour préserver sa pensée. Là, ma conviction est double. Que Heidegger ait adhéré au parti nazi ne suffit pas, ça a privé sa philosophie d'intérêt. Et que sa philosophie puisse comporter des éléments équivoques ne suffit pas à la discréditer tout entière. Les êtres de raison que nous sommes ont toujours la possibilité de distinguer par eux-mêmes le bien du mal et le vrai du faux. Je me méfie beaucoup des procès en sorcellerie. Aujourd'hui, donc 30 ans ont passé depuis cette réponse de Dormesson à propos de Heidegger. Comment la percevez-vous peut-être un peu dans notre société où on a tendance peut-être à jeter un peu le bébé avec l'eau du bain? Merveilleux Jean d'Ormesson. Je retrouve là un aîné, puisqu'il m'avait précédé de 2 ans à l'école normale supérieure et qu'il resta tout au long de notre compagnonnage un camarade délicieux. Et le jugement qu'il vient de porter sur Heidegger est exactement le même que le mien. Car en effet, c'est Heidegger qui a été mon initiateur à la réflexion philosophique. Il est, à mes yeux, le philosophe du XXe siècle. Un esprit absolument incontournable. Cela ne l'a pas, hélas, empêché certaines faiblesses, certaines timidités. Et là, je fais mienne les remarques de Dormesson le concernant. On aurait souhaité de sa part plus de courage. Mais si le courage lui a manqué, la lucidité intellectuelle et philosophique ne lui a pas manqué. Et ce serait folie que de ne pas voir l'importance monumentale qu'il a dans notre siècle, et particulièrement l'importance qu'il a pour la pensée française. Car en effet, il ne faut pas oublier que Heidegger, après avoir connu le destin que l'on sait, va inaugurer en 1945 une nouvelle période de sa vie qui sera portée par un dialogue avec ceux qu'il appelait les lycéens de Paris. Et là, je puis apporter mon modeste témoignage. J'étais élève donc en Cagne à Henri IV ou officier Jean Beaufray, lequel Jean Beaufray avait découvert en cette même année 46 l'œuvre de Martin Heidegger à travers un article de Jean Revent dans la revue L'Arbalète, revue confidentielle, auteur dont on a perdu aujourd'hui la mémoire, mais ce fut l'initiateur pour Jean Beaufray, qui, saisi par ce texte de Revent et par les quelques pages de Heidegger que Revent avait traduites, n'eut de cesse qu'il ne rencontra Heidegger lui-même, lui écrivant pour essayer d'en savoir plus. Et c'est ainsi que Heidegger le reçut à Tottenberg dès fin 1946. De sorte que le professeur que nous avions, agrégé, normalien, ancien élève de Léon Brunswick, ancien condisciple de Jean-Paul Sartre, était l'universitaire bontin le plus assuré de l'orthodoxie académique. Or, il allait découvrir Heidegger et, à travers cette découverte, son itinéraire philosophique allait se modifier considérablement. Mais qu'est-ce que l'élève que j'étais à l'époque peut en dire? Que dès 46, 47, 48, tout l'enseignement de Beaufray consistait
à commenter Heidegger. Je l'ai eu pour ma part comme professeur pendant 2 années, l'ayant eu en carré, puis l'ayant retrouvé en cube, ayant demandé à rester dans la section où professait Beaufret. Et ceci en raison de cet apport qu'il nous faisait de la philosophie de Heidegger. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens ceci: les précautions de Beaufret, la prudence de Beaufret, la déontologie de Beaufret, l'honnêteté de Beaufret, qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir voulu célébrer un ancien nazi. Beaufret avait été résistant dans la cellule de résistance de Lyon, dirigée par René Char. Et René Char lui-même, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en Provence, quand je lui posais la question de la légitimité pour moi de suivre un enseignement de Heidegger, me répondait: laissez ces accusations au panier, on est en présence d'un philosophe majeur, ne vous occupez pas de sa vie privée. C'est René Char lui-même qui me l'a dit. Pour en revenir à Beaufret, Beaufret répétait toujours ce mot de Heidegger: le heideggerianisme ne mérite pas d'être enseigné. J'apporte des questions et non pas des réponses. Et je voudrais qu'on comprenne que pour moi, le questionnement est la piété de la pensée. Autrement dit, toute la pensée est questionnante. Et dans la dernière conférence que donnera Heidegger en public avant de se retirer de tout enseignement, sera consacrée précisément à ce questionnement de la pensée qui est pour lui toute la pensée. Donc, Heidegger ne prétend pas qu'on enseigne le heideggerianisme, mais il est satisfait, si l'on peut dire, de sa tâche de maître d'école s'il a appris à questionner, s'il a enseigné à ses élèves l'art de la question. Et Beaufret lui-même nous disait: je n'ai rien à vous apporter si ce n'est à vous aider à questionner. C'est ce sens de l'interrogation que devait nous apporter Jean Beaufret. Alors, il y a eu, précisément, durant ces 2 ans, un petit événement qui mérite d'être signalé, car on n'a jamais exactement rapporté pour ce qu'il était. Heidegger nous envoya un jour un texte dont j'avais eu, disons, la primeur à travers déjà bien des communications de Beaufret. Et ce texte, Heidegger l'avait intitulé « Lettre aux lycéens de Paris ». Cette lettre aux lycéens de Paris donna lieu à une réception de la part des cagneux d'Henri IV, qui formulèrent sur un cahier qu'emportait avec lui Beaufret chaque fois qu'il se rendait chez Heidegger, qui portait nos questions et dans lequel il noterait les réponses du maître. Le texte, donc, de la lettre aux lycéens de Paris allait être analysé par nous-mêmes et semé d'interrogations, de marginalia, si l'on peut dire, de notes en bas de page, auxquelles Heidegger répondit dans les retours qu'il fit de sa lettre vers nous par l'intermédiaire de Beaufret. De sorte que, bientôt, une 2e édition du texte en question fut publiée sous le titre « Lettre à Jean Beaufret ». Ce texte fut à nouveau l'objet d'un débat entre les cagneux et Beaufret lui-même. Une partie devait donner lieu à une explicitation. C'est précisément tout ce que Heidegger pouvait dire de l'humanisme. En effet, Heidegger avait osé dire que, en fait d'humanisme,
la tradition occidentale s'était méprise et que ce que l'on appelait l'humanisme des XVe et XVIe siècles avait péché pour avoir mis la barre trop bas, car on avait voulu définir l'homme à partir de son animalité, un animal raisonnable. Et il disait, il faut trouver un autre critère, et cet autre critère, c'est la relation que le Dasein entretient avec l'être. Il est le gardien de l'être, le vigile de l'être, celui qui est sensible à l'advenu de l'être. L'être qui n'était plus du tout une catégorie destinée à désigner l'ins summum ou l'ins perfectum ou Dieu dans une ontothéologie, mais l'être qui était la connotation d'une advenue, d'une éregnis, d'un surgissement, d'un événement. Et c'est précisément cette conception de l'être qu'il entendait mettre à la charge de l'homme, et l'homme précisément en tant que berger de l'être ou gardien de l'être, est celui qui doit se rendre sensible à toutes ces advenues. Qu'est-ce qui apparaît à travers l'être? Ce qui devait amener Heidegger à réactiver la lecture de Sein und Zeit, puisque l'être, au fond, se définissait selon tous les modes et tous les temps du verbe quand on le conjugue pour exprimer cette événementialité. Et c'est ainsi que l'on eut, au bout d'un an, une nouvelle version de la fameuse lettre qui serait intitulée « Lettre sur l'humanisme ». Voilà cette histoire, puisque j'ai été le témoin direct de cette élaboration de la forme finale de la lettre sur l'humanisme, qui est au fond un travail de maître d'école, consenti tout simplement par Heidegger, dans la passion qu'il avait d'enseigner et d'essayer de faire passer ses conceptions au filtre de la critique de jeunes étudiants. Alors justement, revenons un peu sur l'histoire de cette lettre qui me rappelle le mot de chemin que vous employez dans votre livre. Vous commencez par un chapitre intitulé « Ouverture, l'appel du chemin ». Justement, quand j'ai lu ça, j'ai pensé justement à René Char dont vous parliez, qui disait « Il n'y a pas de moyen pour faire le premier pas, il faut le faire ». Alors aujourd'hui, ce livre, vous parlez d'appel, il y a un chemin. Est-ce que vous invitez à l'aventure en quelque sorte par ce dernier ouvrage? L'aventure, je sais pas, de la pensée, prendre le temps peut-être justement de penser à cette époque où tout va si vite? Eh bien, ce que je voudrais, c'est revenir à la métaphore du chemin. Dans ce petit livre, qu'est-ce que je fais? Je retrouve le chemin que j'ai parcouru depuis 1946, arrivé en Cagne à Henri IV, jusqu'à, disons, aujourd'hui. Le chemin que j'ai parcouru, le cheminement que j'ai effectué. Qu'est-ce que ça veut dire, cheminer? Frayer un chemin. Fricare en latin. Fricare, c'est fouler aux pieds l'herbe de ce pré à travers lequel j'entends ouvrir ma voix. Et à force d'y passer et d'y repasser et d'y conduire mes propres condisciples, puis un jour mes élèves, le chemin va être bientôt tracé. La trace, ichnos, comme dit si bien Plotin. La trace, c'est précisément celle des pas qui ont cheminé et qui ont, par ce frayage, imposé un itinéraire qui, au fond, épouse l'élan de celui qui marche et la résistance du terrain, la difficulté du paysage, bref, tout ce qui peut amener ce chemin à serpenter
et à emprunter telle ou telle direction à tel ou tel moment. Mais alors justement, ce sont ces directions possibles à tel ou tel moment qui m'intéressent. Quand on décide de se lancer sur ce chemin, alors vous, c'est en 46, puis après au cours de vos études, de votre thèse, de l'encadrement ensuite, quels conseils pourriez-vous donner? C'est-à-dire, tout le monde part avec des principes issus de son éducation, issus peut-être de sa foi. Comment y rester fidèle? Comment aussi peut-être en déroger? Comment rester ouvert? On le voit après dans votre livre, notamment dans le chapitre sur la crise du sens, avec les 4 noms qui suivent, Deleuze, Foucault, Bourdieu, Derrida. On se demande même si c'est pas un livre à charge, en se disant mais quel regret? Il n'y a-t-il pas un regret par rapport aux voies qui ont été entreprises ici? Alors vous-même dans ce chemin, comment déceler presque les mauvaises directions? Eh bien, voyez-vous, je reprends la notion de frayer un chemin. L'image de Heidegger, dans les quelques pages qu'il a intitulées Le chemin de campagne, est bien celle de ce chemin que tracent les pas du promeneur. Et Heidegger s'interroge sur l'obligation ou la nécessité qui désormais s'impose, car on va réemprunter ce chemin. On va en quelque sorte toujours mettre nos pas dans nos pas, comme si une sorte de nécessité accompagnait ce premier geste quand nous avons ouvert le chemin. Fricarer, c'est le mot qu'on traduit par frayer. Il a donné en français un mot étrange, qu'à mon sens personne n'a encore compris, et qui est forgé par Montaigne. Montaigne, par 2 fois, parle de fricasser. Les imprudents qui se sont crus montagnistes ont voulu y voir une métaphore culinaire, alors que cela n'a pas du tout ce sens-là. Ce que Montaigne appelle une fricassée, c'est un cheminement que j'effectue dans la littérature, dans mes lectures, dans ce que j'ai reçu. Pourquoi je passe par Ovide et Virgile plutôt que par tel ou tel auteur? Pourquoi je reste fidèle, imperturbablement, au Ménine Haïdé Théa qui inaugure l'Iliade? Pourquoi je reste dans cette dévotion à l'endroit de la 4e églogue de Virgile? C'est mon chemin qui fait en sorte que ce sont toujours les mêmes textes qui reviennent, même si j'ai une lecture à peu près totale de l'œuvre de Virgile. Pourquoi ce sont toujours aux mêmes textes que je reviens? Pourquoi c'est toujours les mêmes textes de référence que je relis quand je relis du grec? Certes, la mémoire est là. On apprenait les textes par cœur autrefois, et j'aimais à me réciter les églogues virgiliennes. Sans doute, cette mémorisation y est pour quelque chose, mais il y a surtout ce que Montaigne appelle la fricassée, c'est-à-dire le chemin qui se trace spontanément sous mes pieds, qui s'ouvre sous mes pieds parce que je l'ai 10 fois, 20 fois, 30 fois déjà parcouru. Et c'est par ce chemin que je conduirai mes auditeurs. Alors, l'itinéraire que le petit livre essaie de reconstituer, c'est précisément ce chemin. C'est-à-dire que j'essaie de donner une nécessité à ce qui fut purement aléatoire, à ce qui fut le fait du hasard. Ce petit livre, il est pour transformer un hasard en nécessité. Nécessité pour moi ou pour mes amis. J'entends pas imposer cette nécessité aux autres. Mais cette nécessité, elle est le fait que ce hasard d'une aventure où je suis allé à l'encontre ou à la rencontre d'une vérité que pourraient m'apporter précisément les gens que je croiserai ou que je rencontrerai sur le chemin, c'est cela que j'appelle transformer un hasard en nécessité. Mais il n'y a pas d'autre nécessité dans le chemin que je présente que celle d'un hasard confirmé par mes pas. Alors
Alors justement, ces pas, vous les faites sur un chemin, sur cette bonne vieille terre. Et dans ce livre, on sent un attachement à la terre. Vous citez Pampa Heidegger, que le bûcheron à la tombée de la nuit poursuit Heidegger, traîne son fagot vers l'âtre, au bord des prés, toujours et de tous côtés, c'est le même qui nous parle autour du chemin. Je n'ai jamais usé de ma plume que comme d'une baguette de sourcier. On sent le rapport à la nature aussi qui puisse, par son frémissement, me révéler la présence cachée d'une eau vive. C'est dire qu'aucun itinéraire balisé jamais n'a pu conduire mes pas, ni voie royale, ni grand route, rien que le chemin des écoliers. Et puis je cite aussi: j'acquis la conviction qu'à ma culture inactuelle devait se substituer une recherche susceptible de me permettre de m'enraciner, puisque pour Novalis, telle était la vocation de la philosophie, retrouver le pays natal, pouvoir se prévaloir d'un authentique retour aux origines. Et c'est ainsi que l'on devient philosophe pour reprendre pied quand le sol vient à se dérober. Cet attachement à la terre et au chemin me rappelle le titre d'un livre d'Ernst Jünger, Jardins et routes, qui lui aussi connut Heidegger. Ils ont correspondu ensemble. Et qui inspira d'ailleurs, Heidegger s'inspira même du travail philosophique de Jünger dans Le Travailleur. Avez-vous justement, peut-être avez-vous rencontré d'ailleurs Ernst Jünger? Je ne l'ai jamais rencontré, hélas, bien qu'il ait vécu bien longtemps, puisqu'il a vécu 100 ans. Oui. Mais je suis un lecteur, évidemment, assidu de Jünger, qui pour moi est un grand entre les grands. Nous l'avons lu aussi sur cette antenne, notamment Les Falaises de Marbre, le Traité de la paix, entre autres, et nous avons plusieurs fois interviewé Monsieur Julien Hervier, qui le connaît bien. Pour moi, c'est un géant. Pour moi, c'est un géant, et c'est un témoin aussi. C'est un témoin parce que il est resté d'une très grande droiture, d'une très grande justesse. Il a eu le courage qui avait manqué à Heidegger, mais il n'a jamais retiré son amitié à Heidegger. Je dirais même l'admiration qu'il avait pour Heidegger, philosophe. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à juger de l'homme Heidegger, mais simplement à oublier ce qu'a pu être, disons, sa complaisance très relative envers un régime qu'il méprisait profondément. Car il ne faut pas oublier que pendant son année de rectorat, à laquelle il a mis fin très vite, dès juillet 1934, donc il a été recteur simplement pendant une année scolaire, eh bien, ce rectorat n'a pas été toujours mal employé, car que de passeports il a pu donner à des gens qui ont dû à ce passeport la possibilité de poursuivre une carrière en Suède ou aux États-Unis. Je pense précisément à la façon dont il a facilité l'exode de Cassirer, pour lequel il n'avait pas une sympathie particulière. C'était une autre philosophie, mais c'était quand même une grande philosophie. Et il se devait de faire quelque chose pour Cassirer. Mais Cassirer n'a pas été le seul. J'ai retrouvé une quinzaine de gens qu'il avait sauvés de la dictature nazie. Et ceci à ses propres périls, car il aurait pu en être inquiété. Mais il l'a quand même fait. Et quant à Jünger, il ne faut pas oublier qu'il a été toute sa vie un rebelle. D'où le titre d'un de ses livres, Le Traité du rebelle, ou Le recours aux forêts. Il a été un rebelle, il l'a été dans sa noble façon d'être combattant pendant toute la guerre de 14, en ne se pliant pas, disons, aux diktats de la plupart de ses compagnons de combat. Il faut voir la façon dont il traduit la guerre comme expérience spirituelle, et comment il essaie de lui donner un sens de métamorphose ou de transfiguration de l'humain à travers l'extrémité de ses souffrances. Et il faut se souvenir de son journal de Paris, oui, pendant la Deuxième Guerre, pendant l'occupation, où il a honte de porter l'uniforme allemand dans un Paris occupé, ce Paris qu'il aime tant,
et où il avait tant d'amis. Et il ne faut pas oublier qu'il a été mêlé à l'attentat contre Hitler. Oui, il était au courant. Et que Hitler, si démoniaque qu'il fut, a demandé, a ordonné que Jünger ne soit pas poursuivi parce que c'était Jünger. Autrement dit, c'est cet homme perdu. Il y a eu à un moment donné un geste de noblesse quand il affranchit Jünger de toute poursuite judiciaire. Et c'est la période pendant laquelle il lit toute la Bible, quand il était ici à Paris. Il raconte ça au micro de Bernard Pivot. Et Bernard Pivot lui demande pourquoi il avait lu la Bible pendant ces années parisiennes. Il répond parce qu'il fallait qu'on puisse se rassurer sur quelque chose de transcendant, qui est porteur d'espoir, en fait. Et donc il avait lu comme ça la Bible, tout en rappelant qu'il ne sera baptisé qu'à la toute fin de sa vie, Oui. à 100 ans. Et c'est aussi à cette période qu'il écrit justement son essai intitulé « La paix », dont une copie avait été donnée au maréchal Rommel, qui avait dit à partir de cela on peut commencer à travailler. Donc il pensait déjà un après, une paix écrite justement par un soldat allemand, ça peut paraître étonnant, mais dans l'idée de que tous les belligérants puissent s'en sortir vainqueurs de ce conflit mondial. Mais ce n'est quand même pas rien. Pour moi, c'est un grand témoin, c'est une grande figure, c'est une sorte de héros de l'humanité, mais c'est aussi un grand philosophe. Par un tout petit livre, dont le titre m'échappe à l'instant, excusez-moi, et qui est consacré au nombre. Et il y a une réflexion sur l'un qui est digne de s'inscrire dans la grande tradition néoplatonicienne. L'un comme transcendantal qui nous permet de viser ou d'envisager ce que peut être l'absolu et de repenser toute la théologie, non pas sur le mode ontologique, mais sur le mode de l'énologie. Or, ce qui a été l'orientation de ma propre pensée, puisque je me suis converti, si je puis dire, de l'ontothéologie à l'énologie, considérant qu'on avait mieux à connaître Dieu comme le Pantocrator que comme le Tout-Puissant, et que dès lors, c'est à travers l'un que je pouvais en saisir le mystère, plutôt qu'à travers l'être. Or, cela, je le devais à la lecture de ce tout petit livre de Jünger consacré à la vertu du nombre. Donc, un philosophe doublé d'un spirituel. Alors aujourd'hui, si on revient justement à cette terre dont nous parlions, je vous cite encore, alors là c'est la toute fin du livre, vous êtes à Clermont-Ferrand et vous écrivez « La route des volcans, des burons et des basiliques romanes restait pour moi la voie initiatique vers cet arrière-pays où tout devient possible. L'espace ouvert par la chaîne des puits devait-il se fermer ? Il fallut mai 68 pour me convaincre d'un devoir envers l'alma mater en péril, sans doute l'appel du bohémien quand pourtant le bonheur est à portée de main. Oublierai-je pour autant le pays perdu et retrouvé, l'Auvergne de mes amours et des grandes amitiés où nous fûmes quelques-uns à revivre dans les années 60 le rêve de Platon ? Alors, évidemment, là, il y a un lien immédiat à cette terre d'Auvergne, qui nous rappelle d'ailleurs le livre lu sur cette antenne Cantique de l'Infinistère d'un de vos condisciples, le frère Cassin-Géna Trévidi. Qui est un ami. Pardon ? Qui est un ami. Ah oui. Et justement, face à cela, aujourd'hui, on voit la crise sur le climat, les continents de plastique à la dérive dans le Pacifique, des espèces disparues ou menacées, la surexploitation des ressources. L'homme ne perd-il pas le lien à la Terre ? Et la philosophie nous permet-elle de préserver et de retrouver ce lien par la beauté qu'elle révèle ? J'ai toujours été fidèle à ma terre. L'appel de la terre, le sens de la terre, c'est ce qui m'a toujours permis de garder foi en la vie et foi en Dieu lui-même. Puisque tout à l'heure, je présentais Dieu comme le Pantocrator plutôt que comme le Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu, c'est celui qui embrasse
tout être, toute créature, tout vivant dans son amour. Et c'est cette conception que j'ai toujours voulu essayer de développer. Alors, pour en revenir à votre question, le sens de la Terre. J'ai écrit quelques articles que j'ai intitulés Le sens de la Terre. Pourquoi ? Pour moi, c'est un pléonasme. Je pourrais dire le sens du sens, comme disait mon ami Georges Steiner. Et c'est lui d'ailleurs qui m'avait suggéré cette désignation pour une étude que j'avais commise maladroitement. Le sens de la Terre. Quand le sens vient à manquer, quand nous vivons ce que mon ami Richard Millet appelle la fatigue du sens. Autrement dit, quand nous n'avons plus le courage d'investir pour porter haut le sens et lui permettre de se manifester, on a l'impression qu'on s'engage dans un nocturne, où le sens se perd, où le sens vient à disparaître. Et c'est ce nocturne que je n'ai cessé de voir s'ouvrir devant mes pas tout au long de ma vie avec les démissions de l'université année après année dans la ligne de 68 avec ces insurrections perpétuelles qui toujours renaissaient, ces grèves qui toujours repartaient, et cette façon qu'avaient mes collègues les plus recommandables de se coucher devant l'adversaire plutôt que de vouloir lui résister. Et c'est ainsi que vous finissez seul professeur à donner encore cours en 68. En 68, j'ai été le seul. Alors, en fait, si je fais le bilan bien longtemps après, si je fais le bilan aujourd'hui, je m'aperçois que je n'ai pas été absolument le seul. Il y a eu d'autres résistants, il y a eu d'autres rebelles. Il y a eu Pierre Boutan, qui a été mon aîné dans la rébellion. Il y a eu Claude Bruer, qui était un jeune auditeur de Boutan, rue Saint-André-des-Arts, quand, interdit de cours, il avait organisé une université buissonnière dans l'arrière-salle d'une librairie. Il y avait aussi Jean-François Mattei, un cadet plein de brio qui devait mourir prématurément. Et il y avait le très fraternel Michel Henry, qui reste pour moi un des grands et des très grands compagnons de route que j'ai connus. Or, à ce moment-là, je ne m'inscris que comme le cinquième de ces quatre, puisque, au fond, je n'ai pas été le seul résistant, mais que j'ai eu un aîné en Boutan et 3 cadets en Bruer, en Henry et en Mattei. Alors, on va parler d'autres philosophes, justement, dans la crise du sens. Vous n'y allez pas de main morte, si l'on peut dire, hein. Donc là, on revient sur crise du sens, Deleuze, Foucault, Bourdieu, Derrida. Je vous lis, hein. La nouvelle décennie devait s'ouvrir en effet au délire de la sophistique. On eut affaire alors au soutier de la déconstruction, si je traduis par ce terme l'Abao de Martin Heidegger. Ces soutiers de la déconstruction, vous allez fort quand même, que mon ami Jean-François Mattei appellera dans L'Homme dévasté les voleurs d'étoiles, parce qu'ils auront tenté de nous voler et le ciel et la terre. Vous dites, j'avais lu les auteurs. Foucault s'était contenté de lire les quelques textes cités. Par un pathétique déni de filiation à l'endroit du médecin poitevin qui lui avait donné le jour, il ne se voulait fils de personne, sinon de ses propres œuvres. Alors là, on pointe évidemment la pointe d'orgueil. Ensuite, vous dites le premier, donc là on parle de Pierre Bourdieu, un opportuniste, fit sa fortune de la dénonciation de tout héritage moral et spirituel, l'acceptation de la moindre hoirie constituant pour lui une aliénation et même un asservissement. Oui, on se demande, bon,
Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un livre à charge? Est-ce que c'est un règlement de compte? Ou est-ce que c'est un besoin de rétablir peut-être une vérité par rapport à ce qu'on peut en dire encore aujourd'hui? Donc voyez-vous, j'ai cité mes 4 fraternels adversaires, c'est-à-dire ceux à qui, toute ma vie, je me suis mesuré, ceux que je n'ai cessé de combattre parce qu'ils n'ont cessé eux-mêmes de détruire ce dont je pouvais me prévaloir, la transmission d'un patrimoine qui portait une tradition. Or, j'ai toujours considéré que la tâche du maître d'école, je ne suis rien d'autre que cela, un philosophe c'est beaucoup dire, un maître d'école. La tâche du maître d'école est d'assurer la transmission d'un patrimoine intellectuel et spirituel. Vous avez une responsabilité là, justement. Absolument. C'est un peu ce que dit Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Être homme, c'est précisément être responsable, et en particulier dans votre cas, celui de maître d'école. Et oui, alors je suis responsable. J'ai la charge du patrimoine, il ne faut pas le trahir, il faut le donner tel qu'il fut, mais il faut aussi savoir le faire aimer de ceux à qui on l'apporte. Il s'agit donc de l'inscrire dans leur actualité. Et c'est pourquoi le métier de maître d'école est un métier redoutable, puisque chaque année, on change d'auditoire, c'est une nouvelle classe d'âge, et il faut, à la nouvelle classe d'âge, adapter, si je puis dire, le patrimoine, le rendre accessible et inscrire ce patrimoine dans les problèmes et les besoins de la nouvelle génération. C'est donc cette tâche. Or, qu'est-ce que je trouve chez les 4 condisciples que vous venez de citer? Un déni de mémoire, un refus de transmettre, une remise en cause de la tradition et une contestation que l'on ait à transmettre quoi que ce soit. Et c'est ça que je ne peux pas admettre. Et c'est pourquoi je me suis interdit de les nommer pendant longtemps, pendant tout mon temps d'enseignement, et qu'il vient un jour où le poids des ans vous oblige en quelque sorte à dire quand même, ils ont trahi. Ils étaient mes condisciples, et je n'ai pas eu le courage de le dire publiquement à l'époque, ou plutôt j'ai considéré que ce n'était pas opportun, je n'avais pas à le faire. C'était une question, disons, de déontologie. Mais maintenant, j'ai le devoir de dire, ils nous ont trompés, ils se sont trompés. Car en effet, que représente cette généralisation de la déconstruction? Une attitude que j'ai comprise très vite, à la faveur d'une rencontre, dont je ne parle pas dans ce livre. Peut-être un jour me hasarderai-je à en parler. Celle de Maurice Blanchot, qui était lecteur de Heidegger et qui faisait le grand écart entre Maurras et Marx, dans une sorte de fidélité qui ne voulait rien rejeter de ce qui lui semblait essentiel, et qui nous supplia, les quelques auditeurs que nous étions, chez Marguerite Duras, quand elle accueillit Blanchot, pour que celui-ci puisse parler précisément aux étudiants de Paris, c'était pour nous dire, comprenez bien Heidegger, là-bas, c'est-à-dire la destruction ou la déconstruction qu'il propose, porte sur un seul concept, le concept d'être, dont il s'agit de vérifier s'il est véritablement un nom de Dieu, ou s'il n'aurait pas un autre usage dans la grande tradition philosophique et dans une vie de l'esprit allant jusqu'au bout de ses exigences. Mais que généraliser la déconstruction, ce serait, Blanchot le dira, un désastre. Et Blanchot alors nous suppliait de ne pas passer de cette fatigue du sens qui semble marquer
tous nos contemporains dans ces années 46, 45, 50, 60 et encore 68, en désastre pour la pensée. Et le désastre pour la pensée, ce serait précisément le fait de généraliser la déconstruction. Car en effet, dans un monde en crise, comme était le nôtre, il l'est toujours d'ailleurs, il est encore plus certainement qu'à l'époque, dans un monde en crise, il y a deux attitudes possibles. La première attitude, elle consiste à étayer une construction qui commence à chanceler, qui commence à branler sur ses bases. Et ceci en renforçant tout ce que la morale, le droit, la politique, la spiritualité peuvent nous apporter. Et cette façon de renforcer l'édifice lui permettra de passer le séisme qui actuellement tente de l'entraîner. Et puis il y a une autre façon, celui qui ne veut pas payer le prix de cet effort de consolidation, c'est d'achever au marteau-piqueur les arcatures de sens que le séisme n'a pas encore emportées. Or, la déconstruction généralisée que vont tenter Bourdieu et Derrida, après Deleuze et Foucault, c'est précisément cette façon de détruire les dernières arcatures d'un sens qu'on n'a pas le courage de servir en s'ingéniant à le conforter. D'autres philosophes comme Michel Serres et René Girard ont peut-être été sur votre ligne à vous également. Vous avez peut-être, parce que je pense à René Girard d'une part parce que contrairement à vous, il avait détesté l'école tout au long de sa scolarité. Il le dit dans certaines émissions. Mais ensuite, par tous ses travaux, justement, c'est quelqu'un qui pour moi recherchait le sens en fait des écritures par son travail. Enfin, j'imagine que au moins René Girard devait être un peu de ce côté-là avec vous, rechercher à consolider, retrouver du sens. René Girard, moi je ne l'ai pas détesté parce que j'ai su en partir. Parce que j'ai su en partir. Ah oui, voilà. Il faut entrer à l'école normale, mais il faut savoir en partir. Ça m'a coûté très cher, ça a été très dur, mais ça c'est une autre histoire. D'accord. Mais vous avez cité Michel Serres. J'en suis très heureux parce que je me réserve d'en parler un jour. Michel Serres, c'est un des plus constants compagnons de route que j'ai eu tout au long de ma vie. Et Michel Serres, c'est celui qui, en nous quittant il y a 1 an et demi, a eu un mot qui me reste comme une écharpe dans la chair. Si un jour, après moi, vous voulez parler de moi, demandez à Magnard. Alors, voyez, vous m'interrogez sur Serres, je suis obligé d'en parler. Serres, c'était un homme que je ne saurais comment qualifier. Il n'était pas plus philosophe que moi. Moi, j'étais maître d'école, mais lui n'était pas maître d'école. Il était ce que j'ai désigné dans un écrit assez téméraire, mais que je ne renie pas. Un ange du Seigneur, pour ne pas dire un archange. J'ai écrit sur l'angélologie de Michel Serres, dont le meilleur représentant était encore lui-même. Pour moi, c'est un ange. C'est un ange, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'innocent. C'est quelqu'un qui traverse le siècle en s'émerveillant. Oui. Et pourtant, sans se faire la moindre illusion sur quoi que ce soit. Et quand je lui disais plutôt, mais enfin tu y crois à tout ce que tu écris, il me disait, on a le devoir de donner du bonheur à nos lecteurs. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas leur dire que demain sera moins bon qu'aujourd'hui. Autrement dit, Michel Serres avait d'abord
cette piété envers ses lecteurs. Cette piété qu'il entretenait envers ses amis, puisque quand je retrouve le rayon de ma bibliothèque consacré à Michel, c'est une quarantaine d'ouvrages, tous dédicacés, lettres à l'ami. Il ajoute ça à l'imprimerie, de sa main, lettre à l'ami, parce que je suis un de ces amis qui justifie la publication de ce livre, puis de tel autre, ainsi de suite. Et cette suite de livres, que l'on peut dire peut-être redondante quelquefois, s'explique pour entretenir l'amitié. Serre, ce fut un ange du Seigneur, mais ce fut aussi, pour moi, le génie de l'amitié. Dans cette université où il y avait tant de faux frères, où il y avait tant de trahison, où il y avait tant de vanité, où il y avait tant d'imposture. Et puis parfois des positions très dures. Je pense à Yankelevitch qui refusait d'écouter la moindre musique allemande après la guerre. C'est quand même des positions assez rudes. Eh bien, Serre, c'était le génie de l'amitié. C'était le génie de l'amitié, un peu comme Montaigne a été le génie de l'amitié. Pour comprendre Serre, il faudrait presque rouvrir les essais de Montaigne et revoir ce qu'est cette relation de convenance qui désigne au fond tout ce qui constitue une fratrie. Car en effet, on n'est pas l'ami de quelqu'un parce qu'on partage ses idées. On n'est pas l'ami de quelqu'un parce qu'on partage ses convictions. Parce qu'on a, disons, les mêmes valeurs. Car à ce moment-là, l'amitié serait tristement sélective. Elle deviendrait partisane. Or, Serre m'a toujours convaincu que c'était au-delà de nos partis pris que la relation de convenance nous révélait une liaison plus profonde, plus secrète, plus mystérieuse, celle même que Montaigne sut exprimer dans son « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Oui. Or, si j'avais à reprendre cette formule, ce serait pour désigner mon amitié pour Michel Serres. Eh bien, nous finirons sur cela. Nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur Magnard, je vous remercie encore. Pour finir, nous pouvons peut-être redonner simplement le titre de cet ouvrage. Pierre Magnard, Penser c'est rendre grâce, aux éditions du Centurion. Merci infiniment de nous avoir reçus dans cette émission de Voyage en récit sur RCF. Merci beaucoup. Tout cœur, Geoffroy, d'avoir su ouvrir quelques portes secrètes dans mon intimité. Merci.